Bonsoir à toutes et à tous. C'est très agréable de vous voir sans masque pour cette séance du séminaire Parcours d'objets. Vous pouvez le garder, bien sûr, si vous le souhaitez. Donc c'est un séminaire que nous organisons depuis septembre 2020 à l'INHA en partenariat avec le service des musées de France autour des questions de provenance d'objets extra-occidentaux. Et c'est la première fois que nous consacrons une séance aux arts de l'islam. Donc bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois à cette occasion. J'espère vous revoir pour les séances suivantes. Et pour cette séance consacrée aux arts de l'islam, notre modératrice sera Claire Dellery, qui est conservatrice au musée Guimet, musée des arts asiatiques, où elle est en charge de la céramique chinoise. Mais Claire a aussi une thèse sur la céramique islamique au Moyen-Âge en Espagne, donc c'est un sujet qu'elle connaît bien. Voilà pourquoi elle anime la séance de ce soir, en compagnie de Karine Juvin et Delphine Miroudot. Et je cède la parole à Claire, qui va introduire cette séance, ainsi que nos intervenantes. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, comme l'a dit Madame Trey, l'idée c'était de varier les aires culturelles et géographiques, d'où l'idée d'accueillir cette année une séance consacrée au monde islamique et plus précisément au monde iranien et au Proche-Oriental. Donc nous accueillons aujourd'hui Delphine Miroudot, qui est conservatrice en charge des collections extra-européennes au Musée national de la céramique de Sèvres, et Karine Juvin, qui est collaboratrice scientifique au département des arts de l'islam du musée du Louvre, et chargée de collection, on dit, voilà, alors la dénomination... donc des collections proche-orientales, et qui est également docteur en histoire de l'EPHE. Voilà, donc elles vont nous parler essentiellement de céramique, qui est donc le point commun de cette séance, qui est intitulée « Face à la dispersion ». Donc Delphine va nous parler des carreaux lustrés iraniens, et ensuite Karine nous parlera des céramiques de Fostat, avec l'idée, l'origine, ce sont des projets de recherche qui datent déjà depuis quelques années, et Delphine a également un projet de base de données, avec pour point commun donc une problématique de nombre, déjà, qui est difficile à gérer, qui a des spécificités, une problématique de recherche de provenance, puisqu'une partie de ces objets ont perdu une partie de leur histoire, donc il s'agit de la reconstituer, donc des contextes d'origine qui sont parfois perdus. Et donc cette idée de rassembler des corpus aujourd'hui largement dispersés dans le monde. Voilà, donc l'idée, comme toujours, c'est d'avoir un aspect un petit peu pratique sur ces parcours d'objets. Et donc Delphine va commencer la séance. Et je vois que je n'ai pas ouvert le PowerPoint. Désolée. Justement, la première partie de ce que je vais vous dire concerne ces projets de recherche. Ça permet de contextualiser tout ça. Et ensuite, je m'appuierai je vous illustrerai en fait ces recherches de provenance avec un exemple tiré des collections de Sèvres. Je me suis permis une petite liberté avec le carreau que vous avez sous les yeux, qui n'est ni à Sèvres, ni dans une collection publique. Je ne sais pas où il est. On avait essayé de l'acquérir, qui est un objet assez exceptionnel, avec à l'arrière des étiquettes avec tout le pédigré. Bref. Mais avant tout, je souhaite remercier l'INHA, le conseil scientifique du séminaire, tout particulièrement Juliette Trey et Claire Dellery, pour avoir programmé une séance ayant pour thème les productions du monde islamique. Et celle dont je vais vous parler constitue en fait un temps fort de l'histoire du décor architectural de l'Iran médiéval. Et j'ai envie de commencer par ce constat, en fait, un objet, quelle que soit sa destination première, peut être amené à voyager dans un contexte commercial, diplomatique. Et je me fais souvent cette remarque, et même de plus en plus, qu'il y a vraiment une véritable violence, en fait, dans l'idée d'arracher, de déposer des décors qui ont été conçus pour un monument spécifique. Et finalement, en fait, d'avoir comme ça ces unités disloquées, démembrées, qui étaient au départ un élément d'un tout. Et c'est vrai, quand on est face à ce type de carreau, j'aime le présenter sans commentaire, parce que c'est un très beau carreau des arts décoratifs en dépôt au Louvre. Et c'est vrai qu'on oublie voilà,
l'ensemble dont il faisait partie et souvent même la violence qui se cache derrière cette dispersion, justement. Alors, évidemment, dans la seconde moitié du 19e, dès que ces carreaux sont arrivés, ont été découverts, soit par des voyageurs sur les monuments même ou sur le marché, ils ont créé un réel engouement, parce qu'ils constituent, vous voyez, comme celui-ci, constitué de véritables petits chefs-d'œuvre. Je voulais vous montrer un exemple célèbre, celui en Iran du tombeau du Cher Abdel Samad du début du XIVe siècle. Vous voyez, je vois à droite, enfin, vous repérez en fait ces traces des carreaux en forme d'étoiles et de croix arrachés des murs des monuments. Et effectivement, en Iran, à part de très rares exemples, la plupart de ces grands ensembles ont été déposés. À présent, voilà, on les retrouve, et vous les avez certainement croisés, sur les cimaises des grands musées européens, américains, parce qu'effectivement, une fois qu'il y a eu cet engouement, que les autorités locales aussi ont pris conscience de la valeur, parce que là, les torts, les responsabilités de l'outrage sont en général partagées. Donc, vous voyez comment on peut les trouver disloqués sur les murs de nos collections européennes, américaines, du monde occidental. De même, en Iran, on les retrouve bien souvent sur les cimaises des murs des musées. Vous avez l'exemple à Téhéran du musée national d'Iran, et de l'autre côté, le musée de Rome, qui est une ville religieuse en Iran, le musée Astoné. J'ai pas résisté comme c'est aussi un musée d'histoire naturelle, je sais pas si c'est visible, la petite photo, on voit derrière des poissons, tous ces carreaux. D'ailleurs, à Rome, ils ont été déposés parce qu'il y avait eu, dans les années 1960-70, même de la violence. Il y avait eu un assassinat du gardien du tombeau où les carreaux que vous avez sous les yeux étaient posés. Voilà. Donc, c'est souvent, après, pour des raisons de sauvegarde, qu'en Iran, on les retrouve sur les cimaises des musées. Donc, voilà l'exemple des collections du Louvre, où vous voyez ces corpus de carreaux présents, isolés, parfois assemblés, réassemblés de manière totalement, finalement, aléatoire, puisqu'on ne peut pas, à part certains cas, je vous parlerai à la fin de la séance, le cas des plus grands carreaux que vous avez à gauche, où on arrive à retrouver la provenance de par leur taille plus grande, ils font 31 cm, et on les distingue ainsi, même si on en trouve aussi dans certains territoires appartenant à la Russie. Voilà, je voulais vous montrer ce cas d'un panneau célèbre du Louvre, à gauche des étoiles et croix qu'on suppose provenir de la ville de Damran, mais en fait, on n'en sait rien. Tout ça repose sur la description d'un ministre de l'époque Kadjar. À l'occasion du dépôt du musée des arts décoratifs au Louvre, ils ont été donc mélangés avec d'autres carreaux de la même typologie. On a mis les croix par rapport à ce qu'on connaît des empreintes en Iran dans les murs. On a remis les croix d'équerre également. Même si en fait, par la suite, j'ai découvert qu'on trouvait les deux combinaisons, les croix dans les deux sens. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ces productions, je vous montre rapidement les différentes formes d'étoiles qu'on trouve, 4 branches, 6 branches, mais le type le plus courant étant celui avec l'étoile avec le petit renard à 8 branches, les croix, les carreaux de forme carrée, rectangulaire, et en général, les carreaux quadrangulaires en fait formaient des frises en hauteur, et pour les frises, les frises qu'elles soient carrées ou rectangulaires, souvent au-dessus de ces agencements d'étoiles et de croix imbriquées. Comme vous avez vu tout à l'heure, là on avait les empreintes de mortier, c'était vraiment en lambris, à la base des murs qu'on avait ces étoiles et croix imbriquées, comme celle du Louvre que vous avez vue précédemment. D'autres formes beaucoup plus rares, hexagonales, des formes parfois étonnantes, comme celui en navette avec le petit personnage, parfois des plaques avec des représentations de Mihrab, la niche vers laquelle on se tourne pour prier, des éléments d'angle, qui étaient certainement des éléments de cénotaphe. Donc vous voyez, on a vraiment tout un
des ensembles totalement disloqués. Et parfois, certaines institutions ont des ensembles monumentaux, enfin conservent. Donc ici, vous avez un mirabe qui vient signé d'une mosquée de la ville de Cachan, qui est cette ville qui est le grand centre de production de céramique fine de l'Iran médiéval. Donc voilà, certains mirabes de céramique ont été carrément emportés, reconstitués. Vous en avez un d'ailleurs conservé au beau milieu de l'océan Indien, à Shangri-La, à Hawaï, qui était passé par Paris avant, et voilà, donc c'est toujours assez étonnant. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le lustre métallique, mais pour vous expliquer ce qui a séduit en fait tous ces collectionneurs, puisqu'il y a à un moment donné créé une certaine frénésie qui a occasionné donc ce démembrement. Ces carreaux portent un décor de lustre métallique. Le lustre métallique a une propriété optique bien particulière, celle de refléter tout un reflet selon un certain angle lumineux avec tout un spectre de couleurs, donc c'est extrêmement séduisant. Et pour des carreaux très bien conservés que j'ai pu observer en Iran, il y a même au-delà des reflets métalliques du décor, parfois vraiment une surface comme un miroir qui, forcément, on le comprend, a pu fasciner. Je voulais aussi vous dire à peu près à partir de quel moment on trouvait ces carreaux dans l'histoire du décor architectural. La technique du lustre métallique, on la trouve dans le dernier quart du XIIe siècle en Iran, et dès le début du XIIIe. Le premier carreau date de 1303 de notre ère. On a quelques exemples dispersés du début du XIIIe siècle, comme ce magnifique carreau des collections de Boston. Et ça, c'est la formule en fait la plus courante. On a de ce type de carreau qui se développe énormément après les invasions mongoles. On commence à revêtir davantage de monuments. Et un des derniers exemples datés, on est sur la date de 1339, au début du XIVe siècle. Ce carreau-là, qui en plus est signé, en fait, vous illustre un type de carreau qui est vraiment l'objet du projet de recherche dont je vais vous parler et de la base de données qu'on est en train de développer avec les NHA. Ce sont des carreaux qui ont des inscriptions. Donc nous, on se concentre dans ces projets de recherche sur les carreaux inscrits, pouvant comporter des formules coraniques, des versets poétiques, énormément de versets poétiques, dont certains identifiés, d'autres pas. On peut aussi imaginer que certains poèmes dont les manuscrits auraient brûlé ne se retrouvent plus que ces carreaux, ce qui est assez fascinant. Et ces carreaux ont souvent souvent pas sur chaque carreau, mais bien souvent des éléments liés à leur contexte de production, une date, la mention du centre de production, toujours le même, bien attesté par les sources médiévales, la ville de Cachan, et dans de plus rares cas, un nom alors je vous ai dit une signature, un nom d'atelier aussi. Et voilà, c'est des objets assez bavards. C'est pourquoi, puisque j'avoue, vous l'aurez senti, je suis assez passionnée, motivée par ces carreaux, il m'a fallu une rencontre pour décider qu'il était temps de se remonter les manches et de s'attaquer à ce vaste puzzle, donc celui d'une doctorante iranienne, Mariam Kolbadinejad, que vous voyez ici, qui est arrivée presque par hasard en 2013 au département des arts de l'islam, parce qu'en fait, elle était venue pour aller au C2RMF. Et elle étudiait dans le cadre de sa thèse un des corpus de carreaux les plus extraordinaires au regard des informations contenues dans les inscriptions, celui de la ville de Rome, dont je vous ai parlé. Tout à l'heure, vous avez vu les murs du musée Astaneh. Et comme vous pouvez le lire, mais comme on a peu de temps, on ne va pas lire l'inscription, mais en tout cas, on a quasiment la pièce d'identité du carreau au sein de ces inscriptions. On a la date, le lieu de production, dans quel atelier il a été produit, et aussi fait par le maître Jamal al-Naqash, Jamal le peintre. Donc voilà. Et c'est vraiment ce type d'information réunie sur un seul carreau, une particularité de ce corpus que Mariam a étudié dans le cadre de sa thèse.
Donc voilà, ça a été le coup de pouce, et grâce à une bourse du ministère de la Culture que je cite, parce que dans une des séances de ce séminaire, j'ai entendu que quelqu'un avait pu venir travailler sur des archives grâce au programme Profession Culture. Au Louvre, on a pu inviter Mariam grâce à ce précieux programme, enfin cet utile programme qui nous permet de faire venir des chercheurs de l'étranger et de pays extra-européens, justement. Alors ainsi, le département des arts de l'islam a pu lancer, courant 2015, grâce au soutien du Roshan Cultural Heritage Institute, par l'intermédiaire du fonds de dotation du musée du Louvre, le Medieval Kashi Project, dont la première phase, en fait, proposait comme méthodologie la collecte des données historiques par la lecture des inscriptions des corpus des principales collections de carreaux iraniennes, européennes et américaines, au moyen de prospection physique de ces corpus. On est allé sur place, on a exécuté un travail de terrain afin donc d'identifier toutes les données du contexte historique et par la collecte de données issues des inventaires, documentations et archives des institutions prospectées. C'est une tâche plus complexe parce que, voilà, quand on allait dans les collections étrangères, les collègues prenaient déjà le temps de nous accueillir. Ils n'avaient pas le temps de partir à la recherche de toutes ces informations. Donc, quand elles n'étaient pas déjà dans des contenus numériques, Internet, c'est encore un travail qu'il va nous rester à faire. Mais la prospection physique a aussi l'avantage de faire qu'on peut voir le revers des carreaux. Bon, au fil des années, il y a de plus en plus de musées, d'institutions qui offrent des vues recto-verso des objets. À l'époque, ça a été très rarement le cas. Et au revers de ces carreaux, comme je vous le disais tout à l'heure pour le carreau au renard, qui est parti je ne sais où, à l'arrière, on a parfois quelques heureux indices de provenance sous forme d'étiquettes, de graffitis ou encore de cachets de cire. Le musée du Louvre essayant de résorber la quantité effrayante de bases de données générées par des projets de recherche des départements, de la rationaliser. Quand je me suis lancée dans ce projet, il n'était vraiment pas question de monter une base de données ça devient vite une véritable usine à gaz. Donc bon, j'ai commencé à travailler au moyen de tableaux Excel avec des systèmes de filtres pour recréer des typologies de carreaux pour pouvoir exploiter ces données qu'on a pendant 2 ans accumulées. En raison d'un changement professionnel qui m'a amené à quitter Louvre, le projet a connu une interruption et de retour au département des arts de l'islam, j'ai eu le grand plaisir de collaborer avec Élodie Pommet, ici présente, documentaliste scientifique, pour remettre ces données d'équerre. Et comme j'avais été un peu seule jusque-là, c'était une collaboration qui m'apportait beaucoup de réconfort. Et là, on s'est tout de suite dit qu'il fallait quand même que la case base de données était évidente, qu'on allait se noyer, moi-même m'étant noyée en chemin. Donc je remercie Yannick Lins pour avoir permis d'approcher le département des études et de la recherche de l'INHA, la personne de Juliette Ray, que je remercie encore, avec une grande reconnaissance pour avoir accueilli et porté de l'intérêt au Medieval Kashi Project, puis à l'INHA pour avoir permis de donner un second souffle à ce projet. Et après plusieurs séances de travail, dès 2019 avec les équipes de l'INHA, la faisabilité du développement d'une base de données dans le cadre d'Agora a été approuvée. Et en 2020, le projet a été validé par le conseil scientifique de l'INHA. Voilà, je vous dis tout. Et les premiers corpus seront mis en ligne avant la fin 2022, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Voilà, je remets, vous comprendrez pourquoi ce panneau du Medieval Kashi Project au Medieval Kashi Online avec les différents partenaires. Alors ce projet, cet outil va nous permettre de collecter patiemment auprès des institutions partenaires toutes les informations destinées à mettre en lumière donc l'historiographie des carreaux des corpus étudiés, à rassembler les informations sur les protagonistes et événements qui sont venus émailler leur parcours, puisque dans Agora, on a des notices avec des fiches sur des personnalités, des événements, et de fils que nous pourrons tirer pour essayer de remonter au site, mais pas Internet, au site, au monument même de provenance.
Ces développements tombent à un moment où d'autres équipes de chercheurs travaillent sur l'étude des productions de céramique lustrée iranienne et plus particulièrement la reconstitution en contexte des ensembles décoratifs. Il s'agit d'Yves Porter, qui dirige le projet IEF de l'Institut universitaire de France, Lustre de Cachan, qui d'ailleurs va s'exprimer le 29 mars, dans quelques jours, dans le cadre du séminaire lié au projet Medieval Cachet Online, ainsi qu'Anaïs Léon, qui a soutenu fin novembre dernier une thèse intitulée « Revêtement de lustres métalliques dans l'architecture religieuse et funéraire de l'Iran ilkhanide » et qui est en train là d'essayer de travailler, qui travaille à la constitution de cadres de recherche pour poursuivre ces convaincantes investigations. Et nous conjuguerons évidemment nos efforts afin que chacun de nos projets s'irrigue mutuellement de toutes les données, de tous les indices sur lesquels on pourra mettre la main. Parce qu'effectivement, au-delà de la dispersion des carreaux, il y a la dispersion documentaire. Face à la masse d'informations, qu'elles soient en ligne ou consultables auprès d'institutions ressources, cette base de données va nous permettre de rassembler ces informations de différentes natures pour ouvrir de nouvelles mises en perspective. Parce qu'en effet, grâce à Agora 2, qui est en ligne depuis quelques mois, il va être possible de relier toute donnée à une ou plusieurs ressources, articles de revues, chapitres de livres, contenus en ligne, archives, documents photographiques, audiovisuels. Et ce sera vraiment un travail collaboratif et une base évolutive qui sera enrichie au fil de recherche sur les corpus, au fil des contributions des partenaires et chercheurs. Si je dis une bêtise, Juliette, vous m'arrêterez ou vous me reprendrez. Donc je vous invite à consulter sur le site de l'UNHA l'article justement qui est sur les bases de données en cours de constitution. Et puisque je parle de cette base, je tiens à mentionner et remercier l'équipe INHA travaillant sur le Medieval Cachet Online, Pauline Chevalier, conseillère scientifique en charge du projet, Virginia Grossi, ici présente, chargée d'études et de recherche, Michel Galdemar, chargé de ressources documentaires et numériques, et pour le Louvre, département des arts de l'islam, Élodie Paumet. Voilà. Je tiens vraiment à les remercier parce que de notre travail et la motivation s'entretient, même si c'est un travail de longue haleine c'est vraiment très réjouissant. Et je vais vous parler quand même un peu des corpus. Je ne sais pas combien de temps il me reste de Sèvres. Tu as encore 5 à 10 minutes. Combien? 5 à 10 minutes, c'est tout. 10 minutes. Allez. Alors, à l'automne, comme vous avez remarqué, j'aime bien raconter ma vie, non pas du tout. À l'automne 2019, j'ai rejoint le Musée national de céramique de Sèvres. Et d'ailleurs, je remercie mon institution, qui s'appelle maintenant Sèvres Manufactures et Musées nationaux, d'avoir accueilli avec beaucoup d'enthousiasme le Medieval Cachet Online. Donc, j'avais déjà prospecté avec Mariam ces collections. On avait une première approche de la collection de carreaux. Et d'ailleurs, notre méthodologie de classement avait été adoptée. On avait été assez ravis et tout était classé. Donc, on a tout reclassé en fonction des typologies définies dans ces fameux tableaux Excel, dans ces petits bacs gris, où elles sont toujours d'ailleurs. Et donc, cette collection dont j'ai à présent la charge se compose, comme vous pouvez le voir surtout sur la vue sur le sol, d'une grande majorité de pièces fragmentaires et de petits fragments. Et la plupart sans numéro d'inventaire. Donc là, vraiment, la recherche de provenance est importante parce qu'effectivement, pour ce qui est du corpus qu'on destine au Medieval Cachet Online, soit les étoiles et croix inscrites, je dénombre en fait 81 pièces, dont 20 complètes, ou avec une petite lacune. Et sur cet ensemble, j'ai seulement 26 pièces avec un numéro d'inventaire attribués en fait au moment de leur entrée dans la collection, donc avec vraiment un statut d'acquisition, un statut administratif clair et limpide. La force des collections de Sèvres demeure le très riche fonds d'archives du musée, qui vient mettre en lumière l'arrivée de certaines œuvres issues des collectes des voyageurs collecteurs de Sèvres, car dès la fondation du musée,
en 1802, Alexandre Brognard, qui est l'administrateur de la manufacture de porcelaine de Sèvres depuis 1800, applique en fait la méthode qu'il a acquise au Muséum d'histoire naturelle, où il s'est formé, donc celle de faire appel à un réseau de voyageurs dont les professions militaires et diplomatiques assurent vraiment une bonne connaissance de terrain qui leur permet une collecte efficace d'objets d'étude. C'est ainsi que sous Brognard et ses successeurs, on a un nombre important de personnalités qui sont missionnées directement par le musée avec des instructions précises pour rapporter et envoyer, pas que des objets, aussi beaucoup d'informations via des rapports, des matières premières aussi, et des objets du plus modeste au plus innovant. Voilà. Donc, afin de témoigner, puisque l'idée c'est d'être un répertoire de la céramique du monde universel, mais aussi bien sûr une source d'inspiration pour les artistes de la manufacture de Sèvres. Donc, Sèvres conserve un fonds d'archives constitué de lettres de recommandation, de missions, de préconisations, de rapports qui illustrent toute cette activité au fil des décennies. Et pour le corpus qui nous intéresse, il y a... avant, oui, pardon, il faut quand même que je cite ça, à vous préciser qu'en ce qui concerne la collection iranienne de Sèvres, avant d'arriver à Champfleury, je ne pars pas de rien. Je voulais citer le mémoire universitaire de Mastaneh Tajbarch, qui elle l'a réalisé, soutenu, je crois en 2014, sous la direction de Mercedes Vollet, intitulé « La constitution des collections iraniennes du musée de Sèvres au XIXe siècle ». C'est une somme importante, elle a réalisé vraiment un vrai travail dans les archives de Sèvres. Et voilà, je tenais à le signaler parce qu'évidemment, elle a tout ce premier niveau d'archives, elle a pu le consigner dans ce travail. Et il se trouve qu'elle avait écrit un texte avec ma prédécesseuse, Stéphanie Brouillet, pour une publication qui malheureusement n'a pas vu le jour, qui était en fait une synthèse de son travail. Vraiment une très bonne synthèse, donc j'ai proposé la publication à la Revue de la Société des Amis de Sèvres, qui l'a publiée dans son dernier numéro, donc je vous l'indique parce que vous avez une synthèse dans cet ouvrage-là. Alors, pour revenir à l'histoire de ce corpus, j'ai encore 5 minutes. La nomination à la tête du musée de Jules François Félix Husson, dit Champfleury, qui est un écrivain et collectionneur, et un temps très fort pour la constitution de la collection iranienne. Déjà, les acquisitions font un bond qualitatif. Il opère à un moment où le marché parisien, de toute façon, bat son plein, avec la demande croissante des collectionneurs. Et Champfleury, par rapport à ses prédécesseurs, pour le domaine extra-européen, et tout particulièrement l'art oriental, achète davantage en vente publique que ses prédécesseurs. Ici, je vous montre un des tessons de notre corpus, de belle qualité technique et de belle qualité aussi au niveau du dessin qui illustre cette nouvelle tendance. Bon, malheureusement, sa provenance n'est pas avérée. Il demanderait un niveau supplémentaire d'investigation. Donc, il a été acquis, au moins, il témoigne de la figure de Ferdinand Méchain, un autodidacte aventurier qui a exercé diverses professions. Et il se spécialise dans la vente d'objets orientaux ramenés de ses voyages, plus particulièrement d'Iran. En fait, il a fait beaucoup de voyages et il finance, il achète pour lui, puis après il les vend. Il y a eu plusieurs ventes entre 1860 et 1870. Ce fragment de carreau a été acquis en 1875. Je n'ai pas retrouvé dans les archives de Sèvres, c'est peut-être déclassé le catalogue correspondant, mais en tout cas j'en ai trouvé un qui justement... Une des entrées du catalogue, c'est une quantité de fragments de plaques de revêtement à reflets métalliques. Et là, on a une provenance provenant de fouilles faites à Rail, à Ferchad. Voilà. Donc, on voit que si on va aller plus loin pour essayer, on va trouver des éléments, évidemment, vous en doutez, de provenance. Comme je dois faire vite, je passe sur Méchain, malgré qu'il soit un personnage passionnant. Champfleury ne rompt tout de même pas avec la tradition des missions et bénéficie de la collaboration d'Émile Bernet, qui est Émile Bernet est le demi-frère de Ferdinand Méchain. Et lui, il fait une carrière diplomatique. Il entre en 1863 au ministère des Affaires étrangères. Bon, je passe, mais bon, il y a un moment, il arrive vraiment en poste en Iran, à Tabriz tout particulièrement. Et lui, il se distingue par des services rendus au musée de Sèvres. D'ailleurs, il reçoit les palmes académiques pour les services rendus.
et même il est correspondant du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour tout ce qui est les questions céramiques. Je vous ai aussi une autre photo d'archives intéressante. Alors Champfleury lui adresse plusieurs lettres d'instruction en 1879 et à nouveau en 1886. Alors je devais vous les lire, mais je vais faire très vite, je vais aller à l'essentiel. En insistant, mais vous retrouvez ça dans la bibliographie que je vous ai indiquée, sur l'intérêt pour le musée d'obtenir des carreaux de revêtement. Donc là, je vous montre, alors c'est pas, non, ça c'est après un rapport de Bernet, mais justement, donc il précise ça dans une lettre à Bernet datée du 27 octobre 1879, où il commande toutes sortes de carreaux, mais aussi des carreaux à reflets métalliques en forme d'étoiles octogonales. Là, il dit carreaux, parce que parfois on les appelle briques, on trouve souvent briques dans ce type de sources. Bon, il détaille tout ça, mais voilà, il lui recommande encore d'autres carreaux que ceux, je ne sais plus comment on formule ça, mais en gros que ceux que Bernet avait déjà ramenés en provenance de Varamine. Et là, je vous ai donné la vue, mais comme on ne peut pas s'attarder, de la notice sur les faïences persanes, collection faite par M. Bernet pour l'administration des Beaux-Arts, 20 mai 1878. Donc, il fait l'acquisition de ces carreaux qui entrent en 1880 dans les collections de Sèvres. Donc, je vous avais mis, je ne sais pas si vous voyez mon texte. Donc là, on a 7 carreaux, donc là, de provenance attestée, venant de Varamine. Et en plus, alors c'est toujours très savoureux, mais Émile, ah oui, on ne m'entendra pas dans la captation. Enfin, en gros, Émile Bernet spécifie qu'il en reste très très peu. Il fait comprendre qu'on se les arrache. Enfin voilà, bon, il y a plein de détails très intéressants. Tout ça sera consigné dans le médiéval Cauchy Online. Comme j'ai peu de temps, je ne sais plus. Ensuite, je crois que je vous avais mis. Ah oui, bah, en fait, j'ai presque terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si, en fait, non, je n'avais pas presque terminé parce que j'avais à vous lire des extraits de ces lettres qui étaient assez intéressantes. Je vais vous les épargner. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéressait quand même à spécifier, vous avez vu qu'on avait beaucoup de fragments. Et en fait, dans ces lettres, Bernet s'inquiète beaucoup du transport, justement, parce qu'il y a beaucoup de casse quand les choses arrivent. Et parce qu'en général, les carreaux allaient jusqu'à Trébizonde et ensuite étaient acheminés par voie navale. Et ils se reprochent d'avoir placé 2 plaques de telle façon. Enfin bon. Donc, comme moi j'ai beaucoup de carreaux sans numéro en fragments, je me demandais s'ils venaient, voilà, de quel contexte ils pouvaient venir et est-ce qu'ils seraient des rescapés de ces missions. Je ne désespère pas en ouvrant les recherches à d'autres fonds d'archives, évidemment, que Sèvres, et en croisant tout ça, d'avancer dans mes recherches de provenance. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de m'excuser d'avoir été bavard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Delphine. Donc pendant que Karine me prépare, je vais juste dire 2 mots. Effectivement, je pense que c'est de très bons exemples déjà du temps long que nécessite ce type de recherche, puisque vous avez vu, tu travailles, on voyait la date de 2015, mais je pense que tu as déjà commencé bien avant 2015 sur les recherches. En tout cas, tu connaissais déjà ce type de production. Donc il y a un temps long qui est évident dans ce type de recherche, donc il faut beaucoup de pugnacité aussi, non seulement de la passion, mais de la pugnacité, et puis finalement l'agrégation de beaucoup de personnes, puisqu'au début c'est le type de projet qu'on peut commencer tout seul, et puis ensuite on se rend compte qu'il y a besoin de beaucoup de personnes, et donc c'est vraiment sur le temps long qu'on arrive à mener à bout ce type de projet, de base de données, avec beaucoup d'informations. Effectivement, tu me rappelles que je voulais faire... Oui. Le micro. Tu me rappelles que je voulais faire un paragraphe là-dessus, parce que j'ai vraiment la conviction que la recherche, enfin, et tout particulièrement celle-ci, doit être collaborative et collective. Et c'est vrai que maintenant, on a des outils qui le permettent, et c'est ce qu'on appelle la recherche ouverte. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal à aller vers... Enfin, j'ai pas toujours... J'ai mis du temps un peu à convaincre pour la base de données. L'idée au départ était d'aller directement vers une publication, mais avant d'arriver à une publication, il faut avoir exploité les données. Et je pense que quand on réussit à obtenir ces données,
vous avez compris, même si c'est peu d'exemples, elles sont précieuses. Je trouve cela très important et vertueux de ne pas les garder pour soi, parce que de toute façon, chacun exploitera les données selon ses problématiques. Donc, je trouve ça très satisfaisant d'aller vers quelque chose où le moindre indice est offert à tous, et que ceux qui ont des idées et qui travaillent puissent aussi donc disposer d'un maximum de ressources. Je trouve qu'on avance de manière beaucoup plus constructive. Oui, et puis tu nous as bien montré aussi le nécessaire croisement des sources, mais pas que derrière le bureau, puisque vous êtes allé aussi sur place, et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais malgré tout c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment, on a vu toutes les sources possibles que vous exploitez sur le temps long, et donc on aura les questions tout à l'heure, vous les conservez pour tout à l'heure, mais je pense qu'on va être amené à en rediscuter. Voilà, donc on va laisser la parole à Karine Juvin. Voilà, merci Karine. Merci. Alors, pour ce qui me concerne, tu parlais de temps long. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout un temps long. Là, on est plutôt dans le temps court et dans la recherche en cours. Le début, alors et tout juste entamé. Bon. Donc, cette communication vous présentera des résultats préliminaires d'un travail de recherche tout personnel, qui est pour l'instant réduit à moi-même, n'étant pas hébergé par un programme de recherche, et qui a été entrepris il y a quelques mois et de manière intermittente. Donc voilà, c'est un travail en cours qui a été entrepris dans la double perspective d'un enseignement en séminaire de master à l'Université de Strasbourg, qui est lui-même relié à un dépôt du musée du Louvre d'une cinquantaine de tessons de céramique de Pfastatt à l'Université de Strasbourg, enfin et plus exactement à la Bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et d'une part, et en fait ce dépôt découlait de ce projet, d'un projet d'exposition prévu au musée du Louvre dans les salles du DAI à l'automne 2023 en principe, et qui sera, je l'espère, accompagné d'une publication d'un catalogue d'exposition. Peut-être ouvrira-t-il ensuite la voie à un programme de recherche plus développé. Pourquoi pas, en tout cas pour l'instant c'était dans ce cadre que mes recherches ont été entreprises. Alors l'exposition associera évidemment les collections du musée du Louvre et du musée des Arts Décoratifs qui sont déposées au Louvre autour de la céramique de Pfastatt, donc, et associera aussi en principe le musée de Sèvres, je l'espère, et le musée de la céramique de Rouen qui possède aussi des collections de ces céramiques. Alors, en adoptant une approche par l'histoire des collections, puisque nous sommes dans un musée, elle montrera dans quel contexte et par quel chemin cette céramique a envahi les collections d'art islamique à travers le monde, tout en présentant un aperçu, évidemment, synoptique des divers types de production présents à Pfastatt, qui permet de retracer à la fois l'histoire de la céramique égyptienne à la période islamique, mais aussi d'illustrer les échanges matériels entre l'Égypte et les autres régions, principalement l'Europe et la Chine. C'est qu'en effet, ce site de Pfastatt a charrié depuis le dernier tiers du XIXe siècle, principalement jusqu'à ces dernières décennies, des millions de fragments de céramique de toutes sortes, production locale, de différents niveaux et importations, dont une partie a donc cheminé vers les collections privées et publiques d'art islamique à travers le monde. Alors si cette céramique de Pfastatt est bien connue des spécialistes d'art islamique et a donné lieu à de nombreuses publications sur des aspects divers et plutôt précis, elle n'a cependant pas bénéficié d'une publication de synthèse, ni d'une approche historiographique développée. Et c'est donc ce qu'essaiera de faire modestement l'exposition et le catalogue qui l'accompagnera. Un projet d'étude globale de la céramique de Pfastatt avait été envisagé il y a quelques années par Valentina Vezzoli, une archéologue céramologue qui était alors attachée aux musées royaux de Bruxelles et qui avait organisé en 2015 une journée d'études qui n'a malheureusement pas été publiée,
Et à la suite, eh bien, malheureusement, le projet a été abandonné faute de financement. Donc peut-être sera-t-il relancé un jour, espérons-le. Vaste entreprise, là aussi. La même année, en 2015, une exposition sur le site de Fostat, qui s'intitulait Cosmopolitan City, accompagnée d'un catalogue, était organisée à l'Oriental Institute Museum de Chicago par Tasha Forderstrasse et Tania Treptow. Mais finalement, peu de place y était dévolue, accordée à la céramique elle-même. Et aucune à la constitution des collections de céramique à travers le monde. Alors, ce sont donc les résultats de ces recherches préliminaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, voilà un aperçu de ce que sont ces céramiques de Fostat qui se présentent pour beaucoup sous la forme de tessons, de fragments. Mais vous le voyez, des fragments assez séduisants à l'œil, très colorés, et c'est bien ce qui a séduit justement les collectionneurs à partir de la fin du XIXe siècle et qui a fait le succès de cette céramique dans les collections. Alors à droite, un échantillon de céramique appartenant aux collections du Louvre, et à gauche, comme c'est indiqué, une vente assez récente de tessons dits de Fostat. Alors, comme je n'étais pas sûre des connaissances de l'assistance dans ce séminaire, voilà, je vais vous faire un rappel historique sur Fostat pour comprendre quand même où on est et dans quel contexte cette céramique se place. Donc, pour faire rapidement, la période islamique commence en Égypte en 641. Une nouvelle implantation urbaine est décidée, située entre deux grands centres antiques, Memphis au sud et Héliopolis au nord. Une zone avec un intérêt stratégique important, dominant à la fois la Haute et la Basse Égypte, et assurant le lien entre la mer Rouge et la Méditerranée. Les Arabes implantent donc une ville-camp, tout à côté d'un site antique et d'un fort qui se trouve ici, dans la zone verte, qu'on appelait Babylone, qu'on appelle parfois aujourd'hui Kasra-Sham. Et donc autour de cet endroit, donc qui était une forteresse romano-byzantine, vont s'implanter donc les premières populations liées à la conquête. Donc une grande mosquée va être édifiée, la mosquée de Amr, du nom du général conquérant de l'Égypte. Et donc ce site est appelé Fustat, puis aussi Misr, qui signifie ville de garnison, qui est un terme assez générique, tout comme Fostat d'ailleurs. Et ce terme va continuer à être utilisé à travers les siècles, et on parlera donc de cette agglomération de Fustat Misr, ou tout simplement de Misr. Alors assez rapidement, la ville va s'étendre assez considérablement, et puis au siècle suivant, d'autres centres urbains, d'autres fondations de villes vont s'ajouter, toujours en allant vers le nord. Donc la ville s'étend vers le nord. À la période abbasside, à partir de 750, on a la fondation d'Al-Askar ici. Et puis, à la fin du IXe siècle, un autre centre est fondé par Ibn Tulun, un général turc qui devient gouverneur de l'Égypte et qui va fonder une dynastie semi-indépendante, donc avec un nouveau centre qui s'appelle Al-Qataïa, avec la fondation d'une nouvelle grande mosquée, la mosquée Ibn Tulun, donc qui se trouve toujours au Caire. Et puis, évidemment, à la fin du Xe siècle, 969, la fondation de la cité palatiale du Caire, proprement dite Al-Qahira,
Donc les deux entités vont coexister. Fustat Misr demeurant à l'époque fatimide, donc fin du Xe jusqu'à fin du XIIe, la zone vraiment du commerce, de l'artisanat, tandis que, encore une fois, le Caire est davantage une ville palatiale et de cantonnement, même si elle va devenir un peu plus par la suite une zone résidentielle. Alors, à la fin de la période fatimide, disons déjà vers la fin du XIe siècle, je ne sais pas ce que... Oui, je vous avais une autre carte qui est un peu équivalente. Il y a donc des troubles politiques, des famines, et Fostat entame doucement son déclin qui va être accentué avec l'incendie qui ravage Fostat en 1169, déclenché par les Fatimides face à la menace des croisés. Et à partir de là, à la suite de ça, donc les Fatimides sont renversés par Saladin et donc la dynastie des Ayyoubides. Le Caire va commencer à être davantage investi. Le pouvoir se retranche à la citadelle et cette tendance donc va s'accentuer dans les siècles suivants. Ce qui fait que de larges zones de Fostat, de cette agglomération, donc qui va ici jusqu'à la mosquée Ibn Touloun, qui englobe toute cette zone, jusqu'au plateau d'Istablantar ici, et puis les nécropoles qui se trouvent dans cette zone ici. Toute cette zone va être en partie gagnée par la ruine. Et donc les sources médiévales mentionnent déjà au XIVe et surtout au début du XVe siècle, on a des descriptions, notamment par le fameux historien Al-Makrizi, des ruines, des décombres qui sont présentes de plus en plus à Fostat, même si une activité demeure tout de même au moins jusqu'au XVe siècle. Bon, je trace vraiment les grandes lignes de l'histoire sans entrer dans les détails. Voilà une vue déjà, donc ces décombres mentionnés par les historiens du début du XVe siècle. On les retrouve mentionnés et décrites sur la fameuse carte de Matteo Pagano, réalisée donc après un voyageur de la fin du XVe siècle, une carte éditée à Venise en 1549, qui vous montre déjà au pourtour du Caire les collines de décombres présentes, et en bas vous avez une vue de ces collines de décombres au début du XXe siècle, issues de la publication des fouilles entreprises au début du XXe siècle par Ali Bargat. On va y revenir. Alors, à la période ottomane, la situation demeure telle quelle. D'autres quartiers du Caire sont investis et finalement, on retrouve la représentation de ces décombres bien présente sur cette carte de la description de l'Égypte, où vous avez différentes zones de collines de décombres qui sont représentées ici, dans la zone donc de Fostat, mais aussi à l'est de du Caire lui-même. Ce qui nous amène tranquillement au XIXe siècle, et surtout au dernier tiers de ce XIXe siècle, qui voit la présence des Européens augmenter en Égypte, parmi lesquels évidemment de nombreux Anglais, à un moment où l'archéologie des périodes antiques, en particulier pharaonique, se développe en Égypte. Alors, un travail de relevé plus systématique des descriptions des voyageurs européens en Égypte reste encore à faire. Je citerai ici seulement deux exemples. Un premier plutôt au début du XIXe siècle, celui de Edward William Lane, orientaliste anglais, qui décrit rapidement ce qu'on appelle le Vieux Caire. Donc Fostat est aussi appelé plus récemment le Vieux Caire, en arabe Misr al-Atiqa, dans un ouvrage Description of Egypt,
qui est réalisé à la suite de ses séjours au Caire en Égypte en 1825-1828, mais qui a été publié finalement tout récemment en 2000 par l'American University of Cairo. Et il y signale que la mosquée de Amr est entourée de décombres, donc il décrit ces décombres, mais ne mentionne pas encore la recherche d'antiquités enfouies à cette époque. En revanche, quelques décennies plus tard, un autre Anglais, William John Lofty, un clergyman qui est fort intéressé par les antiquités, publie en 1879 un récit de voyage, A Ride in Egypt from Suez to Luxor, dans lequel il mentionne déjà des chasses aux antiquités enfouies sur le site des décombres de Babylone, comme on l'appelle donc ici. Alors, je peux vous en faire une traduction résumée. Il raconte que des expéditions de chasse sont entreprises parfois sur les collines de débris par des résidents anglais, non pas pour chasser des bêtes sauvages, dit-il, mais pour rechercher des vieilles perles, des perles arabes anciennes et de beaux fragments de poterie colorés. Beaucoup d'objets intéressants ont ainsi été trouvés. Il n'est pas nécessaire de creuser, il suffit de simplement se promener sur les collines et de ramasser ce qui se trouve à la surface. Chaque coup de vent révèle une nouvelle strate et chaque pluie nettoie la poussière sur les fragments de verre et de poterie. Voilà. Donc voilà une des premières mentions de cette chasse aux antiquités sur les collines de débris de Fostat en 1879. Il y avait donc déjà, au moins dès ces années 1870, des découvertes plus ou moins fortuites faites par des voyageurs et des résidents occidentaux qui s'intéressaient aux antiquités, mais aussi par les fameux collecteurs de sébar, sébar désignant une sorte d'engrais, en tout cas de matière collectée par les agriculteurs comme fertilisant, et que l'on trouvait abondamment sur le site, puisqu'il était le résultat à la fois de la dégradation des briques crues utilisées pour les constructions à Fostat et des matières organiques en décomposition qui s'étaient amoncelées sur le site. Alors ces collecteurs de sébar donc creusaient à la recherche de ce sébar, mais aussi à la recherche de matériaux qu'ils pouvaient réutiliser, et ce faisant, ils pouvaient découvrir parfois des objets ou des fragments qu'ils pouvaient éventuellement proposer et revendre, soit aux antiquaires, déjà présents largement au Caire à cette époque, soit directement à des occidentaux. Alors un de ces collectionneurs précoces, c'est un autre Britannique, le révérend Greville John Chester, et cette collection ancienne, qui n'était pas du tout systématique visiblement, mais c'était quelqu'un qui effectuait des séjours réguliers au Caire et qui achetait des antiquités. Et donc ici, vous avez deux objets entrés au British Museum très tôt. Un vase sphéroconique à décor de glaçure à gauche, entré en 1872, et une lampe achetée par le British Museum en 1890 en forme de petit animal, vous voyez. Alors d'autres collectionneurs et amateurs vont suivre ou sont actifs en même temps que Greville John Chester, mais j'y reviendrai par la suite. Je voulais d'abord vous présenter, avancer dans l'histoire et vous présenter l'histoire des fouilles de Fostat, puisque ce site a fait l'objet de différentes campagnes de fouilles officielles. Donc je vous présenterai d'abord ces fouilles officielles au cours du XXe siècle. Donc, les premières fouilles officielles suivent donc ces recherches peu encadrées, individuelles, voire à visée commerciale qui s'accentuaient. Et donc, le gouvernement égyptien se saisit de la protection du site en 1893 via le comité de conservation des monuments de l'art arabe. Mais néanmoins, la protection de ce site était en pratique extrêmement difficile. Et finalement, le comité a continué à autoriser
le prélèvement du sébar et n'a pas réussi vraiment à endiguer ce phénomène. C'est donc finalement Ali Barghat, dont vous avez un portrait à droite, directeur adjoint du musée arabe au début du XXe siècle, qui en 1912, influencé par les découvertes de Zahe et Herzfeld à Samarra, entre 1911 et 1913, parvient à convaincre le gouvernement de lui confier la charge des terrains archéologiques de Fostat et de lancer des fouilles, comme un moyen, conçu comme un moyen à l'époque d'accroître les collections du musée arabe, alors que justement les acquisitions se faisaient difficiles. Le musée souffrait d'un manque de crédit d'acquisition. Alors donc Ali Barghat met en place ces fouilles qui vont avoir lieu entre 1912 et 1921, sans obtenir toutefois de financement. Et donc il met en place un système assez ingénieux d'exploitation des terrains en délimitant une zone à l'est de la mosquée de Amr qui va être fouillée par toujours les mêmes chercheurs de sébar, d'engrais, mais cette fois-ci sous une surveillance étroite du musée. Il recrute 48 surveillants postés en tout en différents endroits du site, de manière à ce que l'ensemble des trouvailles reviennent au musée, soit déposées aux surveillants et reviennent donc au musée. Alors son système lui permet donc de dégager une zone importante, mais ne permet pas d'observer une stratigraphie. Il ne s'agit vraiment pas de fouilles scientifiques telles qu'on les entend aujourd'hui. Des milliers d'objets et de fragments entrent ainsi au musée, mais sans que leur contexte de découverte soit documenté. Alors, je crois que je vous avais mis une image de ces fouilles tirées toujours de la publication des fouilles de Barghat. Alors ça viendra après. Voilà, donc finalement, une publication quand même donc, a lieu dans les années qui suivent. Et Barghat tente également, avec l'aide du céramiste Félix Massoul, d'élaborer une chronologie des très nombreuses dizaines de milliers au moins des céramiques récoltées lors de ces fouilles. Et dans un ouvrage, La céramique musulmane de l'Égypte, publié de manière posthume en 1930, puisque Barghat meurt en 1924. Un album de planches sans texte des céramiques trouvées lors des fouilles avait également paru en 1922. Alors par la suite, quelques opérations restreintes de fouilles ont lieu sur le site, toujours sous la direction du musée arabe, alors sous la direction de Gaston Viette depuis 1926 et jusqu'en 1951, mais menées par les conservateurs égyptiens du musée, Hussein Rachid et Hassan al-Hawari. Donc en voici deux exemples. Le dégagement d'un bain fatimide du côté de la mosquée Aboul Saoud, qui est un site qui a été fouillé à plusieurs reprises, qui a livré des fragments de fresques fatimides entrés au musée du Caire, au musée arabe du Caire donc. Dans les environs de cette mosquée Aboul Saoud, Hawari a aussi découvert plusieurs restes de fours, de potiers, a priori, associés à une production datable du XIVe siècle. Mais tout ça a été quasiment pas publié. De même que d'autres fouilles qui ont eu trait surtout à des textiles, qui se sont intéressés à des textiles que l'on pouvait exhumer dans des nécropoles autour de Fostat. Et donc toutes ces fouilles ont lieu dans les années 30, mais ne sont pas publiées et sont très mal documentées. Ici, voici une photo qui avait été publiée dans un article de Joshen Sokoli portant sur des textiles, qui provient de la collection de Leila Ali Ibrahim, qui est une fille d'un grand collectionneur égyptien de la première moitié du XXe siècle, Ali Ibrahim. Et donc vous avez ici une photographie sur laquelle j'ai pu reconnaître les deux conservateurs, Hussein Rachid, alors au milieu, et puis probablement, Hassan al-Hawari au milieu, et probablement Hussein Rachid à droite, grâce à une autre photo conservée dans les archives de la famille Gaston Viette, sur laquelle ces deux conservateurs sont présents, et photo légendée qui permet aujourd'hui de les identifier pour la première fois.
Alors, par la suite, diverses fouilles plus scientifiques ont été entreprises. Donc, je vais passer très vite. Il y a évidemment les fouilles américaines dirigées par George Scanlon et Vladislav Kubiak, réalisées donc, ici vous avez une carte qui vous montre en rose les zones, alors, en rose en bas, les fouilles de Bargat et Gabriel, donc la zone, et puis en A et B, des fouilles de Scanlon. Donc ces fouilles ont donné une impulsion nouvelle pour l'archéologie islamique en Égypte. Elles ont livré un important matériel, notamment céramique, et permis d'établir, d'affiner des datations pour les objets dont les céramiques, surtout pour la période entre le 9e et le 11e siècle. Donc des rapports là de fouilles ont été publiés régulièrement et de nombreux articles dédiés à différents types de production céramique. Une mission japonaise a été également active sur la zone proche de la mosquée de Amr, donc entre 1978 et 1985. Et puis il y a eu les fouilles françaises d'Istablantar, donc sur un plateau qui se trouve au sud vraiment de Fostat, donc dirigé par Roland-Pierre Guéraud entre 1985 et 2005. Qui a dégagé des niveaux anciens d'occupation d'époque islamique, dès le milieu du 7e siècle jusqu'au début du 12e siècle. La publication est en cours, mais il y a déjà un volume sur la céramique des 9e et 10e siècles qui a été publié en 2017. Et puis, il faut encore mentionner les fouilles de la muraille du Caire, même s'il ne s'agit plus de Fostat proprement dit, mais il faut toujours évidemment considérer l'ensemble de l'agglomération, donc des fouilles dirigées par Stéphane Pradine entre 2001 et 2016, qui ont permis de compléter la stratigraphie pour la période suivante des Fatimides aux Mamelouks. La publication du matériel céramique a été effectuée par Julie Monchamp en 2018. Et je signalerai enfin des fouilles britanniques récentes effectuées dans la forteresse de Babylone, donc dirigée par Peter Sheehan. L'ensemble de ces fouilles ont généré un volume de céramique absolument considérable. Scanlon mentionnait entre 40 et 60 000 tessons extraits du sol tous les 15 jours lors de ces fouilles. Roland-Pierre Guéraud m'a mentionné 3 millions de tessons exhumés au cours de l'ensemble de ces fouilles d'Istablantar. Gardés en partie seulement, évidemment, dans des magasins de fouilles sur le site. Certains ont été transférés récemment au musée d'art islamique. C'est donc un matériel extrêmement volumineux et donc très difficile à appréhender du fait de la quantité même et pas toujours facile, évidemment, d'accès. Donc, à part quelques petits lots issus des fouilles américaines et japonaises qui sont sortis d'Égypte, la masse des découvertes archéologiques est donc restée en Égypte et avec un certain nombre déposés au musée d'art islamique. Mais une autre masse également importante, difficile à établir précisément à ce jour, mais au moins quelques dizaines de milliers, de fragments et de pièces entières, provenant ou supposés provenir de Fostat, le Caire, sont conservés dans les collections muséales à travers le monde. Et ont été collectés en amont de ces périodes de fouilles, donc entre la fin du XIXe siècle, principalement à partir des années 1880, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et donc, je vais vous en parler quelque peu. Puisque c'est une période, quand on parle des fouilles de Fostat et de la céramique de Fostat, en général, on commence avec les fouilles de Bargat et on s'intéresse pas ou quasiment pas à la période qui précède, qui est la période de constitution des collections muséales. Alors, à côté des premières chasses aux antiquités dispersées dans les décombres de Fostat, déjà mentionnées, les premières observations sont faites par des spécialistes et amateurs éclairés d'antiquités au début des années 1880. On peut citer Stanley Lane Poole, orientaliste et archéologue britannique, un temps au poste au British Museum, qui publie dès 1886 un premier manuel d'art islamique, The Art of the Saracens in Egypt, à partir d'un voyage d'études réalisé en 1883 en Égypte.
Il mentionne lui aussi les fragments trouvés dans les collines de Fostat. Donc, il en fait des premières estimations. Notamment, il estime que ces fragments sont à l'évidence des céramiques fabriquées à Fostat même, ce qui est prouvé par le fait qu'on trouve des pernettes, donc ces petits éléments tripodes qui permettaient aux potiers de séparer les pièces au moment de les mettre dans le four, ou des fragments de barres d'enfournement qui ont été retrouvés aussi, notamment lors des fouilles. Alors, il mentionne aussi la présence de nombreux fragments lustrés, puisque, on va le voir, c'est déjà à cette époque un intérêt naissant assez fort pour cette technique du lustre métallique et ses origines en Orient. Et on va s'intéresser du coup fortement aux fragments de céramique lustrée retrouvés à Fostat. Mais le premier à s'y intéresser de manière, sans doute, le premier à s'y intéresser de manière vraiment plus systématique et organisée, et avec un regard déjà scientifique, c'est le docteur Daniel Fouquet, né en 1850, mort au Caire en 1914, et qui part exercer en tant que médecin donc au Caire dès 1881. Il devient une figure bien connue au Caire. C'est un passionné d'archéologie et il est connu notamment pour avoir disséqué des momies. Il a publié d'ailleurs quelques articles sur le sujet. Et ici, vous avez un tableau daté de 1891 qui le représente. Il est au centre, dans sa tenue de chirurgien, donc en train de disséquer des momies des prêtres d'Amon du site de Deir el-Bahari, qui venaient d'être trouvés par l'archéologue français Grébeau. Et donc le tableau comporte une petite étiquette au revers qui identifie clairement la scène, la date, les intervenants. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on n'a pas le temps, mais enfin un certain nombre de personnages importants du milieu des antiquités en Égypte en cette fin du XIXe siècle. Alors, Daniel Fouquet est également collectionneur et étant limité dans ses moyens, il se lance dans la collection de petits objets. Il ambitionne ainsi d'écrire une histoire du bibelot en Égypte antique et médiévale. Il collectionne des statuettes, des figurines, des objets en divers matériaux, provenant pour la plus grande partie de débris recueillis dans les décombres du Vieux-Caire, mais également d'autres sites en Égypte, voire également en Syrie, puisqu'il semble avoir établi un réseau assez solide. Alors, je passe sur les détails de sa collection, dont certaines parts ont été publiées entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Daniel Fouquet a fait quelques dons au musée du Louvre. Voici quelques exemples de sa collection qui sont entrés au musée du Louvre. Le fameux panneau à l'oiseau-fleur à droite, 2 coupes magiques, dont une qui se trouve ici, et puis une étoile qui est rentrée plus tard au Louvre, mais qui faisait partie de la collection de Daniel Fouquet. Sa collection, donc il meurt en 1914, sa collection est vendue à Paris en 1922. Et donc, un certain nombre d'objets sont acquis par le Louvre et par divers collectionneurs. On a notamment des tessons de Fostat qui ont été achetés au Japon à la vente de 1922 et qui se trouvent dans un musée, le musée de Kurashiki, le musée Ohara, donc au sud-ouest du Japon. Issu de ces observations et de sa collecte, il publie un ouvrage, le résultat de ses recherches et observations sur la céramique égyptienne, dans un ouvrage en 1900, intitulé « Contribution à l'étude de la céramique orientale », et dans laquelle il relate l'intérêt de son intérêt pour le sujet et donne un certain nombre d'informations intéressantes. Alors, il fait ses premières découvertes de céramique dans les décombres du Vieux-Caire en 1886-87, d'après lui. Il semble bien en avoir ramassé un certain nombre lui-même. Il a fait réaliser des tranchées, mais surtout, il recrute un Égyptien qui récupère pour lui les fragments
que les marchands de Sébar et de vieilles briques mettaient au jour, et ce pendant 10 ans. Donc c'est ainsi qu'il rassemble une collection très importante de tessons de céramique. Cet Égyptien, intéressant à mentionner au passage, lui avait été recommandé par un antiquaire bien connu du Caire, l'antiquaire Alexandre d'Ingli, un grec chypriote, mentionné au moins dès les années 1880 comme actif dans le commerce des antiquités. Alors, dès 1888, il commence des envois, des dons à différents musées français. Un premier envoi à Sèvres en 88, en 1888. Voilà, vous avez le déroulé de tout cela. Il s'agit pour ce premier envoi d'un matériel d'époque pharaonique, donc qui ne concerne pas la céramique de Phostatte. En 1889, il fait un don au musée de la céramique de Rouen. En 91-92, un don au Louvre, dont tous les fragments de céramique, environ 500, ont été transférés ultérieurement au musée de Sèvres en 1897. Donc en 1892, un don au musée arabe du Caire aussi, il n'oublie pas le musée arabe du Caire. En 1893, un nouveau don à Sèvres et au musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc tous ces dons, en revanche, à part le premier de 88, concernent de la céramique de Phostatte. Dans son ouvrage donc publié en 1900, il livre le résultat de ses observations précises. Il pratiquait, semble-t-il, donc de petites tranchées qui lui ont permis de séquencer les types de production. Et il indique aussi de manière assez intéressante où il a trouvé tel ou tel type de céramique, et il fait toutes sortes donc d'observations intéressantes. Enfin, il repère le premier et étudie, grâce à ses trouvailles, un groupe une production de céramique à décor bleu et blanc ou bleu, noir et blanc, inspiré des bleus et blancs chinois, produit au XVe siècle et qui comporte de nombreuses signatures qui l'ont beaucoup intrigué. Alors, ces recherches menées dans les années 80 aiguisent bien sûr l'intérêt des amateurs, et Fouquet lui-même incite à ce que des fouilles soient entreprises pour justement avoir une meilleure connaissance de ces céramiques de Phostatte et éviter une trop grande dispersion de ce matériel, même si quelque part il y participe aussi. Bon. Alors, il faut avoir en tête qu'à cette époque des années 1880, on connaissait évidemment très peu de choses des débuts de l'art islamique et de sa céramique de manière générale. Aucune fouille proprement islamique n'avait été entreprise, donc il faut attendre le début du XXe siècle, les années 1910-1911 pour vraiment les premières fouilles importantes, même, sauf à Suse. Les fouilles de Suse déjà entreprises à la fin du XIXe siècle ne sont pas encore étudiées. Et donc, à ce moment-là, en Égypte, ce sont évidemment les antiquités pharaoniques qui suscitent des fouilles archéologiques. Donc, Fouquet fait figure de pionnier dans sa démarche, à côté de rares collectionneurs éclairés. Il faut mentionner aussi le collectionneur suédois Frédéric Martin, qui récolte lui-même dans les années 1880 des milliers de fragments de céramique et de verre dans les décombres de Phostatte. Dès 1889, il publie d'ailleurs quelques tessons lustrés, là aussi toujours cet intérêt pour le lustre en premier lieu, dans un ouvrage consacré à un vase lustré iranien du musée de l'Ermitage. Il faut aussi mentionner un autre Britannique, toujours, Henry Wallis, qui s'intéresse au sujet de la céramique de Phostatte à la suite de Fouquet. Henry Wallis était un peintre, mais aussi un collectionneur qui officiait aussi comme intermédiaire et comme marchand auprès des musées britanniques, notamment le British Museum. Donc, il vendait ses découvertes, il en collectionnait aussi, et il était en contact avec les marchands et les collectionneurs. Ces lettres prouvent qu'à partir de 1880, il passait tous ses hivers à des voyages en Égypte ou en Italie.
Et en Égypte, il n'hésitait pas à aller fureter lui aussi sur les décombres ou sur les champs des fouilles qui concernaient les périodes pharaoniques pour assister aux découvertes. Donc, dans une lettre de 1890, notamment, il mentionne des découvertes sur les collines de Phostat, mais je reviendrai sur ces découvertes. Ouh là là, mon Dieu, comment vais-je faire? Donc, je passe sur. Alors, donc Wallis mentionne des découvertes récentes, et en cela, il fait allusion à des fouilles entre guillemets entreprises sur ses conseils même, qui avaient pour but d'essayer d'établir une chronologie de la production du lustre métallique, auquel Wallis s'intéressait lui aussi fortement. Alors, ces fouilles ont été financées par par The Egypt Exploration Society, donc basée en Angleterre, financée en grande partie par le British Museum et plus spécifiquement par son conservateur Franks, et menée par Riamo Dulst, qui était un archéologue qui travaillait pour l'Egypt Exploration Society pendant ces années-là, et qui a donc entrepris quelques fouilles en 1889-90, dont le résultat a été reversé au British Museum en 1891. Et donc on a plusieurs centaines de tessons de céramique de Phostat qui sont entrés ainsi au British Museum. Alors, j'ai essayé d'avancer, voilà, pour illustrer l'association de Wallis à ces céramiques. Voilà, à gauche, un vase acheté à Wallis en 1904 par le British Museum et un tesson offert par Wallis au musée du Louvre en 1901, donc qui montre aussi les réseaux de ces collectionneurs, des musées, etc. Alors, évidemment, ces collectes et ces fouilles clandestines ont continué au cours des années 1880 jusqu'au début du XXe siècle, irriguant le marché de l'art au Caire et en Europe, et orchestrées également vraisemblablement par les divers antiquaires du Caire. Alors, une étude approfondie des inventaires des musées, de certaines archives de marchands, autant qu'on en conserve et qu'elles soient accessibles, permettrait de rassembler davantage de noms que je peux le faire ici. Mais évidemment, de premiers sondages livrent quelques noms bien connus d'antiquaires sur la place du Caire. J'ai nommé Alexandre Dingley tout à l'heure. On retrouve évidemment Panayotis Kitikas, Maurice Narman, Michel Cassira, les abbés Mayor et évidemment les Thanos ou Thanos. Donc voilà, sans surprise, même si voilà, toute cette activité demeure assez méconnue. Donc, au cours des dernières années du XIXe siècle et des premières années du XXe siècle, les collectionneurs et les musées viennent se fournir auprès de ces marchands. La variété colorée des céramiques glacurées de Phostat séduit énormément et la compétition semble faire rage. Et c'est ainsi qu'en janvier 1915, Ali Bargat fait ce constat devant le comité de conservation des monuments de l'art arabe. Les objets d'art en général ont atteint ces dernières années des prix inouïs. Cette augmentation concerne en particulier les fragments de poterie émaillée recueillis des décombres de Phostat. Alors, je n'aurai pas le temps de retracer ici une histoire, même partielle, de la constitution des collections au niveau international, ni même au niveau national. Je le crains. En tout cas, une cartographie la plus complète possible est en cours de constitution et sera publiée, je l'espère, en 2023. Alors, voilà quelques exemples néanmoins pour le musée du Louvre. Alors, pour ce qui est du musée du Louvre, l'acquisition de céramique égyptienne, de céramique de Phostat, se fait de manière dispersée et progressive. Donc, on a vu que le docteur Fouquet faisait un don en 1891, qui est resté quelques années au Louvre, mais sans être exposé ni même inventorié, ce qui indique donc un désintérêt relatif du musée pour ces pièces fragmentaires. Et donc, les entrées se font par la suite, disons, au compte-gouttes, en privilégiant plutôt des pièces entières ou à décor figuré.
soit par achat, soit par don. Et puis, dans un deuxième temps, des collections privées regroupant de nombreux fragments entrent par don ou par legs ou par achat parfois. Alors, je n'ai pas le temps malheureusement d'entrer dans le détail, mais voici des exemples un peu parmi les plus anciens. Un lot de lampes émaillées, donc portant le numéro OA 5535, acheté en 1900 en Égypte, sans plus de précision. Je vous ai montré le don du petit tesson de Henry Wallis en 1901. Et ici, vous avez à droite une des objets entiers, pas forcément les plus beaux, mais enfin ils sont entiers, achetés par Gaston Migeon, donc conservateur au Louvre, en 1907 au Caire. Bon, je n'aurai pas le temps de vous en dire plus, mais pour retracer, voilà, les achats se succèdent au début du XXe siècle. Voici un plat acheté alors d'autres antiquaires, les frères Calébjian, en 1913, réputé avoir été trouvé à Barnassa. Donc là, est-ce qu'on peut parler de céramique de Phosstat encore? Là, c'est la question aussi. Phosstat n'était pas forcément, évidemment, le seul site pourvoyeur de céramique. On connaît bien les décombres aussi de Comète d'Ica à Alexandrie, mais il y avait tout un tas d'autres sites où on a trouvé de la céramique totalement apparentée, évidemment, à celle de Phosstat. Voilà un exemple entré en 1920. Là, on retrouve l'intérêt pour le lustre, évidemment pour un décor figuré qui va attirer le conservateur et le musée surtout, hein, puisqu'il faut des pièces exposables. Et juste un exemple, mais comme je n'ai pas le temps, ça tombe bien, pour le musée des arts décoratifs, donc, dont les collections sont déposées au Louvre aujourd'hui, dans lesquelles on a plus de 700 pièces au moins qui sont entrées par lot, essentiellement des fragments, donc entre 1899 et les années 1930, pour faire vite. Ici, ce sont des pièces achetées donc en 1930 à Maurice Naaman, donc antiquaire bien connu, où on retrouve le goût pour ces céramiques glacurées, polychromes, colorées. Alors, on retrouve les grands collectionneurs du Musée des Arts Décoratifs, Jules Massier, Raymond Koechlin, Migeon également, Seymour de Rissy, Jules Geniette. Voilà, on est dans le cercle des collectionneurs qui ont beaucoup donné pour l'art islamique au Musée des Arts Décoratifs au début du XXe siècle. Alors pour terminer rapidement, donc je voulais quand même mentionner quelque chose à propos du contexte juridique et pratique égyptien dans lequel cette dispersion a eu lieu. On a vu que les décombres de Phoustat et du Caire tombent sous le contrôle théorique du comité de conservation des monuments de l'art arabe, mais que celui-ci n'avait pas les moyens de contrôler forcément ces zones. Alors, dans un premier temps, des lois protégeaient les antiquités, mais les antiquités, dans l'esprit des législateurs, étaient d'abord des antiquités pharaoniques. L'art arabe n'était pas considéré comme archéologique dans un premier temps. Il faut attendre la loi de 1918 pour que le domaine des monuments de l'époque arabe entre vraiment dans le champ de la protection des antiquités. Néanmoins, des autorisations d'exportation ont continué à être octroyées par le ministère des Antiquités, le comité de conservation, à des particuliers, au moins jusqu'à 1952. On a l'exemple notamment de dons du musée arabe du Caire au Louvre en 1928, et même un don du musée arabe du Caire au Victoria and Albert Museum encore en 1949, avec 13 fragments sélectionnés par le conservateur Arthur Lane. Alors la vente des collections déposées dans les musées égyptiens même est aussi attestée par ailleurs. Suite aux premiers résultats des fouilles de Bargat,
Celui-ci expose en 1915 au comité de conservation qu'un certain nombre de pièces sont exposées au musée arabe depuis 1915, qu'un certain nombre vont être encore conservés, mais qu'il demeure plus de 30 000 tessons de céramique qu'il entend mettre en vente pour générer des fonds à remployer par le musée. En 1912, toujours dans les comptes rendus du comité, une discussion oppose les conservateurs du musée arabe et le comité sur la question de vendre une partie des textiles issus de fouilles de Dronka ou d'Urunka en Haute-Égypte. On peut mentionner encore, en 1921, le Metropolitan Museum acquiert un lot de filtres de vases à boire, ce qu'on appelle des filtres de gargoulette communément, qui font partie du matériel bien connu de la céramique de Phostatte, qui étaient conservés par le musée copte du Caire, et donc le musée copte vend en 1921 un lot de filtres de vases de gargoulette au Metropolitan Museum. De même, en 1951, j'ai trouvé mention via la base de la Frère Galerie qu'un lot d'une centaine de tessons de Phostatte a été acheté par l'intermédiaire de Richard Ettinghausen, fameux historien de l'art islamique, auprès du musée arabe du Caire. Enfin, il faut mentionner que jusque dans les années 1970, et je remercie Julien Aubert de la Pierre de m'avoir donné cette indication que j'avais un peu oubliée, le musée égyptien, donc des antiquités pharaoniques, vendait dans ses murs des petites antiquités qui appartenaient a priori à ses collections, avec un certificat d'exportation. Donc tout ça pour vous dire que le contexte juridique n'est pas si simple et que voilà, il faut aussi avoir ça en tête quand on parle de la dispersion de ces collections. Et donc on constate que les collections, la constitution des collections occidentales prend donc largement fin avec la période de la Première Guerre mondiale. Donc, alors que Bargat a mis davantage sous contrôle le site de Phostatte, d'une part, que les découvertes ont été drainées vers le musée arabe et que la loi de 1918 change un peu les comportements. Je vais vite terminer. La période suivante, entre 1918 et 1952, resterait à explorer plus précisément. Néanmoins, et pour conclure, un fait très étonnant m'est apparu en examinant l'ensemble des provenances de ces céramiques de Phostatte. En examinant d'une part les collections rassemblées avant les fouilles, qui sont aujourd'hui dans les musées, au cours des fouilles, le matériel exhumé par celle-ci, et d'autre part la provenance des pièces les plus célèbres de la céramique de Phostatte, j'ai nommé les plats et les coupes lustrées fatimides. Un fait qui n'a pas, à ma connaissance, qui n'a jamais été relevé par les différents éminents historiens de l'art qui ont étudié et commenté abondamment ces œuvres. Donc en voici un exemple célèbre conservé au musée Benaki à Athènes, qui conserve une très très grande collection de céramique de Phostatte, tessons et pièces plus ou moins entières. Donc il apparaît que, en voici une autre, il apparaît que les fragments, donc les pièces céramiques documentées période pré-fouille et fouille, n'ont livré dans l'ensemble que des pièces très fragmentaires, surtout en ce qui concerne les décors figurés. Et donc vous avez ici un exemple, par exemple, de tessons exhumés pendant les fouilles de Bargat, qui sont aujourd'hui au musée d'art islamique, qui vous donne une idée du type de fragments qu'on pouvait trouver à cette époque. Les pièces entières ou presque entières étaient extrêmement rares. Vous en avez un exemple ici. Donc toujours du musée du Caire. Voilà d'autres exemples bien connus parmi les fragments les plus intéressants, mais vous voyez qu'on est loin d'avoir un plat entier. Alors quand certes, on a juste quelques pièces intactes qui sont rares et qui ne sont pas parmi les chefs-d'œuvre du lustre fatimide tels qu'on les présente aujourd'hui. Voici un vase qui a appartenu au docteur Fouquet, justement. Voici un plat réputé trouvé à Barnassa et notez-le, acheté à l'antiquaire Thanos
en 1927. Voilà encore une coupe vraisemblablement entrée anciennement dans une collection, puisqu'il s'agit de l'ancienne collection Kélékian avant 1900. Elle a été publiée à cette date-là. La fameuse coupe aux prêtres coptes, réputée trouvée à Luxor. Donc, ces deux derniers exemples vous montrent aussi qu'on peut en trouver évidemment ailleurs qu'à Phostatte. Et en revanche, pour ce qui concerne donc toutes ces belles pièces dites intactes, qui ne le sont pas en réalité complètement, et ce plat du musée Benaki vous en donne une idée. Il est restauré d'une manière qui vous montre qu'on est quand même face à des fragments reconstitués. Et en fait, si on examine toutes les belles pièces connues de cette céramique lustrée fatimide, on se rend compte qu'elles sont toutes assez lourdement restaurées. Je termine. Et surtout, on découvre, à travers les collections du Caire, la recherche sur les collections Benaki est encore à compléter, puisque ce sont deux collections très importantes. Mais donc au musée du Caire, on conserve de nombreuses pièces lustrées, mais on s'aperçoit qu'elles ont été achetées beaucoup plus tard, dans les années 1940. Elles ont toutes été plus ou moins achetées dans ces années-là. Il y en a qui sont un peu plus tardives, et toutes achetées au même antiquaire, Phocion Jean Thanot. Beaucoup sont entrés en 1944, vous en avez deux exemples ici, encore deux autres exemples, toujours du musée du Caire. En 1946, on a comme ça des lots, assez de nombreuses céramiques qui sont entrées aux mêmes dates, même antiquaire. Alors évidemment, tout ça est assez troublant et pose de nombreuses questions. Alors on pourrait avoir, évidemment l'enquête doit encore être menée plus largement. Je n'ai pas d'informations pour le plat fauconnier de la Frère Galerie, mais en revanche l'autre pièce entière conservée à la Frère Galerie, elle a été achetée à Franck Thanot, le neveu de Phocion Jean Thanot, qui tenait une succursale pour son oncle à New York, qui a vendu cette pièce en 1945 à la galerie Brumeur, qui l'a revendue en 1946 à la Frère Galerie. Même chose pour une autre pièce entière lustrée qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum, même provenance, même date. Donc, toutes ces pièces, évidemment, posent un certain nombre de questions. D'où proviennent-elles? Où ont-elles été trouvées? Pourquoi apparaissent-elles si tard? Pourquoi passent-elles par un seul marchand? Quid de leur authenticité, peut-être, pour certaines? Proviennent-elles de Phostatte ou d'un autre lieu en Égypte? Ont-elles été découvertes peu avant leur vente? Ou s'agit-il d'un cas de thésaurisation d'un type de céramique? On l'a vu éminemment prisé et recherché par les amateurs dès la fin du XIXe siècle. Dans ce cas, le fait qu'elle soit soudainement proposée en masse dans les années 1940 pose aussi question. On pourrait imaginer qu'elle pourrait résulter d'une inquiétude du marchand Thanot dans une période troublée, celle de la guerre, et de mutation, celle de la remise en cause de la présence des Occidentaux en Égypte et de la montée du nationalisme arabe, qui va annoncer les changements de 1952, et où il a peut-être pensé qu'il était temps de liquider un certain nombre d'objets rapidement. Bon, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. On voit donc, pour conclure, là, vraiment, que l'étude de la dispersion des céramiques de Phostatte et de l'histoire de la constitution des collections de fragments par les réseaux de collectionneurs et de marchands se révèle donc riche en enseignements, en histoire et en questionnement. À la dispersion du corpus de ces céramiques répond la dispersion des informations qui demandent et demanderont de longues et patientes recherches afin de mieux appréhender cet important et tentaculaire matériel et son histoire à partir de la fin du XIXe siècle. Merci de votre patience. Merci beaucoup, Karine. On entrevoit tout le travail historiographique énorme qu'il faut appréhender avant de commencer toutes ces questions. Donc, c'est vraiment une très ample recherche historiographique. Voilà, on va passer à quelques questions de la salle. Si vous voulez vous manifester à Madame Trey qui va vous passer le micro.
personne n'ose poser de questions. Moi, je voulais en poser une à Karine Juvin. Vous avez évoqué une cartographie en 2023. Quelle forme prendrait cette cartographie? Oula, donc là, moi, c'est dans le cadre, encore une fois, pour l'instant, d'une exposition et d'un catalogue, donc ça prendra une forme la plus simple possible. Quand je dis cartographie, c'est l'idée d'essayer de rassembler au maximum, d'identifier et si possible, de quantifier, ce qui n'est pas toujours évident à faire précisément, les collections de céramique de Phosphates à travers le monde. Bon, voilà. Une publication, a priori. Oui, ça intégrerait le catalogue de l'exposition, Inch'Allah. Est-ce que j'ai le temps d'une question? Et face à la dispersion, Karine, comment on peut travailler avec toutes nos... Est-ce que dans tes rêves les plus fous, comment on pourrait aborder toute cette masse de tessons? Moi, j'en ai dénombré 1700 parce qu'à Sèvres, ces tessons étaient dans des boîtes, dites boîtes de phosphates. Alors, il y avait d'autres choses, mais bon, finalement, j'en ai à peu près 1700. Est-ce que... Voilà, si tu as déjà des idées sur la manière de... Mais c'est clairement un travail là aussi un peu tentaculaire et de longue haleine. Alors bon, aujourd'hui, on arrive voilà, à récolter un certain nombre de données, mais c'est vrai que certaines collections sont bien publiées, d'autres moins. Certains sites donnent les provenances, d'autres pas. Donc parfois, il faut se déplacer, peut-être, essayer d'obtenir des informations qu'on n'obtient pas toujours. Donc oui, enfin, voilà, on verra ce que donne finalement cette fin. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'un programme de recherche bien établi. Cette exposition et ce catalogue, je les ai vus plus comme un kick-off que comme le résultat final de quelque chose. Et donc, on peut espérer que les discussions que j'aurai avec les divers chercheurs qui ont pu travailler ou qui travaillent actuellement sur la céramique de Phosphates débouchera peut-être sur un nouveau projet. Voilà. Sur t'écoutant, j'ai envie de les reclasser. Bon, là, ils sont classés par numéro d'inventaire, sauf ceux qui ne sont pas marqués, mais de tous les reclasser par type céramique et de confronter ensuite aux résultats des fouilles. C'est évident qu'on peut rêver à une la route. méga base de données, des tessons, sans forcément après, une base de données. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que jusqu'ici, il n'y a pas eu de travail de synthèse véritable. C'est que c'est une entreprise assez complexe et qu'on se retrouve évidemment assez vite noyé. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut montrer, à ce qu'on veut démontrer, aux pistes qu'on veut explorer avant de construire quelque chose. Voilà, pour se concentrer sur des choses vraiment utiles. Donc, je pose la question, est-ce que dans le cas du chantier des collections, je dois les classer? C'est une réflexion qui est en cours et donc on va la faire mûrir pour que mon classement soit pertinent. Je profiterai de votre expérience et voilà. On va inventer tout ça. Et alors peut-être une autre question qui rejoint un autre programme de recherche qu'on a à l'INHA sur le répertoire des marchands, le répertoire du marché de l'art sous l'occupation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la figure de Tano? Alors, donc c'est une dynastie c'est une dynastie. Je dois encore essayer de travailler un peu plus sur la question. Ça fait partie des pistes à mener encore. Donc c'est une dynastie de marchands d'origine chypriote et voilà qui exerce au Caire principalement, mais aussi à Chypre. On voit qu'après il a une succursale à New York, le neveu de John Funken Tano. Et donc c'est un marchand extrêmement important qui a vendu évidemment pas seulement des antiquités d'époque islamique, mais aussi d'autres époques. Il est notamment relié aux découvertes de Nag Hammadi,
Comme beaucoup de marchands, évidemment, il a sa réputation plus ou moins sulfureuse à l'époque, avec bon, des histoires de fouilles clandestines, des histoires de faux qui transitent par ces... Voilà, donc... Une figure intéressante. Oui, oui, tout à fait, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Vous allez attendre qu'on ait terminé pour poser vos questions en direct, c'est ça? Très bien. Alors, il me reste à remercier nos intervenantes et puis à annoncer la prochaine séance du séminaire qui aura lieu le 14 avril autour des collections d'écrivains voyageurs. Et une séance qui pourra peut-être vous intéresser puisqu'elle sera autour des maisons-musées d'Alexandra Davinil et de Pierre Loti, qui fut aussi collectionneur d'art islamique. Ouais. Merci. Merci. C'est le 14 avril.